pensez tout savoir sur la France? Vin, baguettes, fromage et bien sûr les grèves. Mais si vous êtes étranger et que vous découvrez la France pour la première fois, ce ne sont pas ces clichés qui vont vous surprendre. Ce sont nos petites habitudes du quotidien qui font vraiment la différence. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 12 habitudes françaises qui étonnent le plus les Américains. Et la dernière, c'est la clé pour comprendre vraiment notre culture. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on vit, pense et communique en France. Et tout ça en français pour pratiquer votre compréhension orale et enrichir votre vocabulaire. Pensez à activer les sous-titres si besoin. La première habitude, c'est sûrement la plus simple, mais aussi la plus importante. Le pouvoir du bonjour. En France, la politesse commence par un mot, bonjour. Ici, dire bonjour, ce n'est pas une option, c'est une obligation implicite. Imaginez entrer dans une salle d'attente, un magasin, un ascenseur, sans dire bonjour. Ici, c'est presque comme entrer chez quelqu'un sans frapper. Et ce réflexe, on l'apprend dès l'enfance. Alors pourquoi ce petit mot compte autant? Parce qu'il pose un cadre, une forme d'égalité entre deux inconnus. Mais attention au timing. Après 18 heures, un bonjour peut déclencher un bonsoir bien appuyé avec ce petit air condescendant qu'on adore. Et ce n'est que le début. Après bonjour viennent merci, au revoir, bonne journée. Paradoxalement, beaucoup pensent que les Français sont impolis. Mais en réalité, la politesse ici, ce n'est pas dans le ton ni dans le sourire, mais dans le respect des codes. Et c'est là que ça se complique. En France, ces codes ne s'arrêtent pas aux salutations. Ils influencent chaque mot que vous prononcez. Et si vous vous trompez, vous pouvez paraître impoli en moins d'une seconde. Vous versus tu. En anglais, c'est simple. Il y a un seul mot, you. Mais en français, il y a deux façons de s'adresser. Le formel avec vous et l'informel avec tu. Utiliser tu trop vite, c'est comme forcer une proximité qui n'existe pas. C'est perçu comme intrusif, parfois même impoli. Ce choix est subtil mais important. Il marque le respect, la hiérarchie et la distance. En règle générale, on commence toujours par vous, surtout si la personne est plus âgée, inconnue, ou dans un contexte professionnel. Le tu, c'est pour les proches, famille, amis ou les enfants, ou si on vous invite explicitement à tutoyer. Et une fois que vous êtes passé au tu, c'est impossible de revenir au vous sans gêne. Donc un conseil, il vaut mieux toujours commencer par vous. C'est plus simple et plus poli. Si vous étudiez le français et voulez progresser rapidement, téléchargez notre study guide gratuit pour avancer chaque jour, étape par étape. Le lien est dans la description. Mais parfois, le respect passe aussi par le silence. Et ça, pour un Américain, c'est souvent déconcertant. Aux États-Unis, le small talk est partout. Dans le bus, à la caisse, même avec un parfait inconnu. En France, c'est l'inverse. On ne veut pas déranger. Laisser l'autre tranquille, c'est une preuve de considération. Dans le métro, l'ascenseur ou même dans un café parisien, vous ne verrez pas un Français engager la conversation avec un inconnu. Ce n'est pas de la froideur, mais du respect envers la tranquillité de chacun. Je peux comprendre que si vous n'y êtes pas habitué, ce silence puisse sembler distant et brutal. Et pourtant, les Français peuvent être bavards, chaleureux et même tactiles. La bise, 2, 3, 4, ça dépend. Le nombre de bisous varie selon les régions. À Paris, 2, à Nantes, 3, dans le sud-est, 4. Même nous, on s'y perd et ça peut vite devenir déroutant. Faire une bise au mauvais moment, en oublier une ou en faire une de trop. Est-ce qu'on l'a fait à des collègues, à une première rencontre, aux amis d'amis? Il n'y a pas
de règles. C'est vraiment au feeling, que ce soit clair. Ce n'est pas du tout romantique. C'est un geste d'inclusion et d'affection, plus intime qu'un simple salut, mais moins fort qu'un hug américain. Alors si vous hésitez, demandez tout simplement, on se fait la bise et tout ira bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker si vous aimez cette vidéo. La prochaine habitude est l'une des plus sacrées et répandues en France. L'apéro, un moment sacré. On a parlé de silence, de distance, mais à 19h, tout change. C'est l'heure de l'apéritif, ou plutôt l'apéro. À la base, apéritif vient du latin aperire, qui veut dire ouvrir, comme pour ouvrir l'appétit. Donc, en théorie, c'est juste un verre avant le repas. Mais en pratique, c'est devenu un vrai rituel convivial. Très souvent, c'est à la maison ou chez des amis. En général, ça commence vers 18h, 19h, surtout à partir du vendredi soir. Et puis, ça se prolonge le week-end. On boit souvent du vin ou une bière et on grignote des chips, des olives, du fromage, du saucisson, des petits toasts avec de la rillette, du pâté, de la tapenade. Tout y passe. C'est le moment pour se retrouver, rire, décompresser, profiter. Et parfois, ça peut même se transformer en dîner. C'est ce qu'on appelle un apéro dînatoire. Pas de repas formel, juste des grignotages et beaucoup de discussions. Bref, c'est un moment de convivialité et de plaisir simple. Et en vacances, c'est encore pire, c'est tous les jours. Mais avant de parler des vacances, restons à table encore un peu. Parce qu'après l'apéro, il y a le repas du soir. Les repas interminables. En France, manger, c'est un art de vivre. Un simple dîner un mardi soir chez des amis peut durer 3 heures. Entrée, plat, fromage, dessert, café et surtout discussion, débat, rire. Vous verrez un peu plus loin pourquoi les Français peuvent passer des heures à discuter. Et à 16h, c'est l'heure du goûter. Oui, même pour les adultes. Un petit café, un carré de chocolat, un biscuit, un plaisir simple, totalement assumé, même au travail. Impossible de parler de repas sans mentionner le pain. En France, c'est presque sacré. C'est pas juste un cliché. Petit déjeuner, dîner, fromage, salade, pour saucer un plat. Il est indispensable. D'ailleurs, selon l'INSEE, un Français passe en moyenne 2h13 par jour à table. C'est un record mondial. En France, le temps passé à table est un moment à la fois de connexion et de déconnexion. Et pendant les vacances, ces moments de déconnexion sont précieux, surtout en août. Les vacances d'été. En août, la France s'arrête. Les boulangeries, les restaurants, les commerces, tout est fermé. Même Paris devient silencieux. Ici, l'été, on déconnecte. On a 5 semaines de congés payés par an. C'est un luxe pour beaucoup. Mais au-delà des chiffres, il y a une vraie valeur de repos. Prendre du temps pour soi et pour sa famille. Et ce n'est pas seulement en été. Même le dimanche, tout ou presque est fermé. Ce n'est pas de la paresse, c'est culturel. Alors oui, au début, ça peut être frustrant. Surtout si vous venez d'un pays où tout est ouvert 7 jours sur 7. Mais c'est aussi une façon de protéger quelque chose de précieux. Notre cerveau, notre temps, nos relations. Et le plus fou, selon l'OCDE, la France reste l'un des pays les plus productifs d'Europe. Comme quoi, ralentir, ça marche. Et justement, cette valeur du temps en dit beaucoup, surtout sur notre rapport au travail. Travail et vie perso. Il y a ce cliché persistant, les Français n'aiment pas travailler. Mais c'est faux. En France, le travail c'est évidemment important, mais on tient à mettre des limites. Un mail à 22h, ne comptez pas sur une réponse avant le lendemain matin. On travaille 35 heures par semaine et après, on déconnecte. Pas de mail tardif, pas de toujours dispo. C'est très différent de certains pays comme les États-Unis où plus tu travailles, plus tu montres ta valeur. Ici, on travaille pour vivre, pas l'inverse. D'ailleurs, on ne parle pas ou
très peu de sa vie privée au boulot. Et rester tard juste pour faire bien, ce n'est pas valorisé. D'ailleurs, la majorité des Français estiment que préserver une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel. Et cette frontière, elle s'applique aussi à un sujet plus sensible, l'argent. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors si vous voulez la partie 2 avec d'autres chocs culturels, mettez un petit drapeau français en commentaire. L'argent, sujet tabou. Tu gagnes combien? En France, c'est une question qu'on ne pose pas. Parler d'argent, c'est tabou. C'est un sujet privé. J'avoue que personnellement, c'est un des aspects de la culture française que j'ai du mal à comprendre. Alors, une part vient de l'héritage culturel. La France, historiquement, est un pays catholique, même si aujourd'hui, 51% des Français ne croient plus en Dieu. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, dans cette tradition, l'argent est souvent associé à la cupidité, au péché. J'ai lu un sondage récemment qui disait que 78% des Français pensent qu'être riche est mal vu dans la société. Montre de luxe, grosse voiture, se montrer ici, ça dérange. C'est très différent de ce qu'on peut voir dans la culture anglo-saxonne ou américaine, où la réussite s'affiche, se célèbre. Ici, la réussite doit rester discrète. Et ce rapport à l'argent va encore plus loin. Prenons les pourboires, par exemple. En France, ils sont optionnels parce que le service est déjà inclus dans l'addition. Évidemment, si vous avez adoré le service, vous pouvez en laisser un. C'est apprécié, mais pas obligatoire. Et là, je sens déjà certains Français venir débattre en commentaire. Et ça tombe bien, parce que débattre, c'est très français aussi. Les débats à table. En France, un repas tranquille peut vite se transformer en un débat passionné sur la politique, sur les grèves, sur la retraite. Et tout ça avant le dessert. Ce n'est pas un conflit, mais une façon de créer du lien. On argumente, on s'interrompt, on s'énerve et puis on reprend un morceau de fromage comme si de rien n'était. Et ça libère la parole. D'ailleurs, les Français sont aussi connus pour leur franchise. On ne tourne pas autour du pot. On dit ce que l'on pense, souvent de manière directe, parfois même cash. Ici, c'est différent des États-Unis, où les échanges sont souvent plus diplomatiques, plus politiquement corrects. Ici, on aime les débats animés, puis on tourne la page. Pas de rancune, pas de faux semblants, juste des idées qui se confrontent. À table, c'est là que tout s'exprime. Les idées, la franchise, les désaccords et bien sûr, les petites plaintes du quotidien. Avant de passer à la dernière habitude, celle qui est vraiment la clé pour comprendre les Français, il y a encore une chose importante à savoir. On le sait, les Français ont la réputation de toujours se plaindre. En France, râler et se plaindre, c'est presque un sport national. On critique, on commente, on soupire sur la météo, les transports, le prix des tomates, le gouvernement, tout y passe. Mais ce n'est pas vu comme négatif. On réfléchit juste à voix haute, on défend nos valeurs. C'est en partie parce qu'on a longtemps lutté pour obtenir la liberté d'expression et le droit de dire ce que l'on pense, que c'est autant ancré. Et apparemment, râler serait bon pour la santé. Vous savez, on passe notre temps à critiquer la France. Mais si un étranger le fait, on la défend coûte que coûte. Plutôt ironique, non? Pour finir, parlons justement de ce qui nous caractérise bien, l'ironie. Pour vraiment comprendre les Français, il faut saisir notre humour et surtout l'ironie et le second degré. Par exemple, quelqu'un arrive sous la pluie et dit « Super, j'adore ce temps ». Évidemment, il ne l'adore pas. Ça, c'est du second degré. Vous dites quelque chose, mais vous voulez qu'on en comprenne une autre. Maintenant, l'ironie. C'est une forme de second degré, mais avec un ton un petit peu piquant, parfois moqueur. Exemple, quelqu'un est en retard et on lui dit « Ah bah dis donc, t'es en avance toi ». Là, on sous-entend. Tout est dans le ton, le regard, le sourire. Et en France, c'est partout. Et si vous n'avez pas grandi dans cette culture, c'est vraiment pas facile à décoder. Et ça, c'est la dernière clé pour comprendre les Français. On se taquine plus qu'on se complimente. On critique avec humour plus qu'on exprime nos sentiments. Voilà, vous venez de découvrir 12 habitudes très françaises, parfois surprenantes,
mais toujours révélatrices de notre quotidien. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai préparé une vidéo spéciale pour vous aider à progresser en intégrant 6 habitudes simples dans votre routine.